Il y a 7 ans, je m'appelle Aurora et j'étais une guide d'aventure pleine d'espoir, rêvant de parcourir le monde. Ce rêve a pris une tournure inattendue lorsque j'ai rencontré Ethan, un homme charmant et prospère. Nous sommes rapidement tombés amoureux, nous nous sommes mariés et je pensais avoir trouvé la vie parfaite. Puis, un soir, au cours d'un dîner, Ethan m'a fait part d'une nouvelle passionnante, une offre d'emploi émanant d'un prestigieux cabinet d'avocats situé dans une autre ville. C'est une occasion unique dans une vie, a-t-il dit avec enthousiasme. Bien que je sois heureuse pour lui, mon cœur se serre à l'idée de quitter mon travail, mais mon amour pour Ethan est plus fort. Nous avons déménagé dans une maison spacieuse dans une nouvelle ville. Au début, c'était une aventure. Mais au fur et à mesure que nous nous installions, une autre facette d'Ethan est apparue. Un jour, il a critiqué le désordre qui régnait dans notre salon à moitié déballé. Travaillez plus vite. Je ne peux pas vivre comme ça, a-t-il demandé. J'ai été surprise, mais j'ai pensé qu'il s'agissait du stress lié à son nouveau travail. Au fil du temps, il m'a été difficile de trouver un emploi. J'ai évoqué la possibilité de redevenir guide touristique, mais Ethan a rejeté cette idée, insistant pour que je me concentre plutôt sur la gestion de notre maison. Son attitude est devenue plus autoritaire et dédaigneuse. Ton travail consiste à faire en sorte que tout soit parfait pour moi, a-t-il déclaré. J'ai accepté à contre-séhur, en retenant mes larmes, car l'homme que j'avais épousé me manquait. Les mois se sont transformés en années, et ma vie est devenue un cycle de corvées interminables et de ménagements à l'égard d'Ethan, dont les exigences et le tempérament se sont aggravés, suggérant une femme de ménage, ce qui l'a poussé à dire qu'il gaspillait son argent. Soulignant que mon rôle était d'être la femme au foyer parfaite. J'ai essayé de remplir ce rôle, dans l'espoir de raviver l'amour que nous partagions autrefois, mais les attentes d'Ethan n'ont fait que croître à mesure que sa carrière s'épanouissait. Pendant ce temps, je m'effaçais dans l'ombre, gérant son stratège en médias sociaux et donnant l'image d'un couple heureux et prospère, ce qui était loin d'être le cas. Un soir, alors que je préparais le dîner, Ethan est entré en trombe, visiblement bouleversé. Taisez-vous et préparez mon repas, m'a-t-il lancé. Je l'ai servi, mais il a violemment rejeté le repas et m'a ordonné de nettoyer le désordre. Debout sur les morceaux cassés, je me suis rendu compte à quel point j'avais changé et à quel point je me sentais prisonnière d'une vie loin de ce dont j'avais rêvé. Je me suis retrouvée à genoux, ramassant les morceaux sur le sol alors que les larmes menaçaient de couler de mes yeux. Les retenir faisait partie de notre nouvelle routine. Le lendemain, animé par la volonté d'améliorer les choses, j'ai passé des heures à préparer le repas préféré d'Ethan. En mettant la table, j'ai été frappée d'effroi en réalisant que j'avais oublié d'acheter du pain. À un moment où Ethan est entré dans la pièce, desserrant sa cravate, il a demandé « Où est mon repas ?» Il arrive tout de suite, répondis-je en servant rapidement la soupe. Cependant, lorsqu'il s'est assis et qu'il a remarqué qu'il manquait du pain, il s'est mis en colère. « Était-ce vous si incompétent ?» Il a beuglé, d'un geste rapide, il a fait voler le bol hors de la table. Et la soupe brûlante m'éclaboussa la jambe, me faisant pousser un cri de douleur. Mon Dieu, tu es tellement stupide, marmonna Ethan, me laissant seule pour gérer la douleur et le désordre. En sanglotant doucement pendant que je nettoyais, une prise de conscience brutale m'a frappée comme un éclair. Comment les choses sont-elles devenues si terribles? Quand m'étais-je perdue dans ce tourment? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un nouveau but. Ethan, ai-je dit alors qu'il se préparait à partir au travail, je ne peux plus continuer ainsi. Je veux divorcer. Il s'est retourné avec un sourire menaçant. Un divorce, a-t-il dit en riant, ce qui m'a donné des frissons dans le dos. Écoute bien, Aurore. Si tu me quittes, je te ruinerai. Tu n'auras plus rien, plus d'argent, plus de réputation. Tu finiras dans la rue. Ces mots font bondir mon cœur. Mais malgré ces menaces, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le désespoir. Ce jour-là a marqué un tournant. Bien que je n'ai pas eu le courage de partir immédiatement, j'ai commencé à enregistrer secrètement nos conversations, à sauvegarder ces messages injurieux et à documenter chaque incident. Si je voulais me libérer,
J'avais besoin de preuves. Alors que je continuais à me documenter en secret, la carrière d'Ethan montait en flèche. Il a gagné une affaire très médiatisée et a décidé d'organiser une fête chez nous, me demandant de tout préparer de A à Z. Pendant des jours, j'ai travaillé sans relâche, en me concentrant sur les détails de l'affaire. Pendant des jours, j'ai travaillé sans relâche, nettoyant et cuisinant pour que tout soit parfait pour la fête. Le soir de l'événement, j'étais complètement épuisée. Ethan est rentré tôt à la maison avec une bouteille de vin, étonnamment, m'a offert un verre. Tiens, m'a-t-il dit, tu as l'air d'en avoir besoin. Le vin avait un goût étrange, mais je l'ai attribué à ma fatigue et j'ai à peine remarqué qu'Ethan touchait à peine à son propre verre. Va te changer. Les invités vont bientôt arriver, m'a-t-il dit. Alors que je montais les escaliers, un vertige soudain m'envahit. Lorsque j'atteignis notre chambre, la pièce tournait follement et je m'effondrais sur le lit, la conscience m'échappant. Lorsque je me suis réveillée, la lumière du soleil entrait par les fenêtres, me laissant confuse et groggy. Je suis descendue et j'ai trouvé la mère d'Ethan, Victoria, dans la cuisine, le visage tordu de mécontentement. Eh bien, regardez qui a décidé de nous faire l'honneur de sa présence. Se moque-t-elle? Vous devriez avoir honte. Confuse, j'ai demandé. Que s'est-il passé? J'avais la tête qui palpitait. Tu t'es saoulé et tu as ridiculisé mon fils devant tous ses collègues. Victoria a répondu, sa voix s'élevant à chaque mot. Elle a dû m'appeler pour recevoir ses invités parce que sa femme était trop ivre pour rester debout. Pris de nausée, je proteste. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai bu qu'un verre de vin. Pas la peine de chercher des excuses. Victoria a craqué, me coupant la parole. J'ai toujours su que tu n'étais pas fait pour mon Ethan. Maintenant, tout le monde voit le gâchis que tu es. Tandis qu'elle continuait à me réprimander, des morceaux de la soirée me revinrent en mémoire. Le goût étrange du vin, Ethan sirotant à peine le sien et une soudaine vague de vertige. J'ai murmuré en moi-même. Il m'a drogué, j'en ai pris conscience. Après que Victoria soit partie en claquant la porte, je me suis assise à la table de la cuisine pour reconstituer la situation. Ethan sapait systématiquement ma réputation. Si je le quittais maintenant, qui croirait à ma version des faits? Ce jour-là a marqué un tournant pour moi. J'ai acheté un nouveau téléphone et j'ai commencé à tout enregistrer. Les accès d'ivresse d'Ethan, ses ordres de nettoyage tard dans la nuit, chaque mot dur et chaque menace. Un enregistrement en particulier m'a douloureusement marqué. C'était mon anniversaire. J'avais préparé un dîner spécial, m'accrochant à un faible espoir de passer une soirée paisible. Ethan est arrivé en retard, empestant l'alcool. Alors qu'il entrait dans la cuisine, j'ai appuyé sur la touche enregistrement de mon téléphone caché. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il a bredouillé. Je suis la table soigneusement dressée. C'est mon anniversaire, Ethan. J'ai préparé le dîner. J'ai répondu gentiment. Elle a ri cruellement. Ton anniversaire? On s'en fout. Regarde-toi. Tu ne mérites pas d'être fêté. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, mais j'ai continué à enregistrer pendant qu'il fulminait et j'ai fini par balayer les assiettes de la table, la nourriture éclaboussant le sol. J'y venais de nettoyer. Il a sifflé en me tirant du lit. La maison est sale. Nettoyez-la. Maintenant. Pendant des heures, j'ai frotté chaque surface tandis qu'Ethan me suivait, me critiquant sévèrement. Pendant tout ce temps, mon téléphone enregistrait, documentant ses demandes incessantes et ma conformité lassée. Ces enregistrements sont devenus mon arsenal secret, la preuve concrète des abus que j'ai subis. Chaque jour, je veillais à ce que chaque document soit stocké en toute sécurité et conservé dans une archive numérique, symbolisant à la fois mes épreuves et mon cheminement vers la liberté. Malgré cela, les chuchotements et les regards dédaigneux des amis de mon mari Ethan étaient fréquents. Néanmoins, je maintenais la façade de l'épouse dévouée, tout en luttant clandestinement pour ma libération. Notre anniversaire de mariage approchait, malgré tout, un faible espoir naissait en moi que notre relation puisse connaître des jours meilleurs. Cependant,
l'histoire m'avait appris à m'attendre au contraire. Le soir de notre anniversaire, Ethan est rentré à la maison en jubilant. J'ai réservé une table dans le meilleur restaurant de la ville et il m'a proposé de fêter l'événement. Bien qu'hésitante, j'ai accepté. Avant de partir, Ethan m'a offert un verre de limonade qu'il prétendait avoir préparé lui-même. Son sourire était troublant, ne parvenant pas à masquer la tromperie dans ses yeux. Intuition, cri, prudence. J'ai fait semblant de siroter la boisson, mais je l'ai discrètement jeté dans une plante lorsqu'il s'est éloigné pour passer un coup de fil. Pendant que nous roulions, une somnolence rampante m'a envahi. Luttant contre la lourdeur de mes paupières, je me retrouvai bientôt à demi concis, traîné hors de la voiture. À travers une vision floue, j'ai vu Ethan me regarder avec mépris. C'est ici que tu dois être, ricana-t-il en jetant mon sac à main dans l'obscurité. Alors qu'il démarrait, me laissant au milieu du chaos d'un quartier peu sûr, l'écho de coups de feu lointains intensifiait le péril. Malgré la peur, j'ai rassemblé mon courage et j'ai repéré le néon clignotant d'une supérette proche, ma lueur d'espoir. Chaussant mes talons sur le trottoir fissuré, je me suis précipité à l'intérieur, faisant sursauter l'employé, Maya. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Puis-je utiliser votre téléphone ? Ai-je imploré. Maya m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de méfiance, mais elle a rapidement fermé la porte à clé pour nous protéger de tout danger potentiel, puis elle m'a tendu son téléphone portable. Les mains tremblantes, j'ai appelé mon ami Sadie, qui s'est montré choqué d'apprendre où je me trouvais. Ethan m'a laissé ici. Ai-je révélé, l'urgence transparaissant dans ma voix. S'il te plaît, peux-tu venir me chercher ? Elle m'a assuré qu'elle était en route. Pendant que j'attendais, la gentillesse de Maya était un baume apaisant contre la dureté de la situation que j'avais endurée. Tu m'as peut-être sauvé la vie ce soir, lui ai-je dit avec reconnaissance lorsque la voiture de Sadie est apparue. J'ai tenté de donner à Maya la coûteuse bague qu'Ethan m'avait offerte en guise de remerciement, mais elle a refusé. Garde-la, chérie. Utilise-la pour te rappeler ta force et prendre un nouveau départ ? M'a-t-elle conseillé. Le simple geste d'humanité de Maya m'a non seulement mise à l'abri d'un danger immédiat, mais a aussi réaffirmé la compassion qui existait encore dans le monde, contrastant fortement avec la cruauté que j'avais connue. Entamer un nouveau chapitre de ma vie était intimidant, mais nécessaire. Alors que les larmes coulaient sur mon visage, je l'ai serré fort dans mes bras avant de me précipiter vers la voiture de Sadie. Alors que nous démarrions, Sadie m'a regardé avec détermination et m'a dit, « Tiff, il est temps que tu te défendes. Mais comment ?» murmurai-je, me sentant totalement impuissante. Il a toutes les cartes en main, tous les contacts. Pas toutes, rétorque Sadie, la voix ferme. Je connais quelqu'un à la télévision. Il est temps que le monde entende ton histoire. Les jours suivants ont été surréalistes. Le contact de Sadie, un producteur de télévision, m'a obtenu un créneau dans un talk show très regardé. Les lumières vives du studio m'ont ébloui lorsque je suis entrée sur scène. L'animateur de l'émission, plein de compassion, m'a accueilli chaleureusement. Aurora, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? En respirant profondément, j'ai raconté mon calvaire. Des années de tourments émotionnels, de manipulation et un incident particulièrement pénible. Les réactions du public allaient du choc à l'empathie. Pourquoi parler maintenant ? M'a-t-on demandé. Parce que le silence n'est plus une option, ai-je déclaré, ma voix débordant d'une force nouvelle. D'innombrables femmes souffrent en silence, pensant qu'elles sont seules. Je veux leur dire qu'elles ne le sont pas. À la fin de l'émission, mon téléphone a été inondé de notifications. Mon histoire avait trouvé un écho profond, suscitant une vague de soutien. Pourtant, parmi les messages positifs, un texte glaçant s'est distingué. Il provenait d'Ethan. Tu vas le regretter. Sale menteur. Je vais te détruire. En tremblant, j'ai montré le message à Sadie. Ses yeux se sont illuminés de détermination. Il vient de sceller son destin. Nous le tenons maintenant. En quittant le studio, j'ai senti le début d'une confrontation majeure.
Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais armé et prêt. Dans les jours qui ont suivi, ma vie s'est transformée en un tourbillon d'entretiens, de consultations juridiques et de contacts avec des groupes de défense des droits des femmes. Les menaces d'Ethan ont persisté, mais à chaque fois, ma détermination s'est renforcée. Un matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix de femme m'a demandé, « C'est Aurora, oui, qui est-ce ?» Je suis Emery Reeves, un avocat spécialisé dans les affaires familiales. « Je veux vous offrir mon aide dans votre affaire », a-t-elle expliqué. J'apprécie. Mais je n'ai pas les moyens de m'offrir les services d'un avocat, et j'hésitais. Vous ne comprenez pas, dit Emery. Mon cabinet vous représentera bénévolement. Cela fait longtemps que nous cherchons un moyen de défier Ethan Peterson. Votre cas pourrait bien être la CL. Il s'est avéré qu'Ethan avait accumulé de nombreux adversaires au fil des ans. Le cabinet d'Emery avait représenté plusieurs personnes qui avaient injustement perdu contre lui dans des circonstances douteuses. Ils ont considéré mon cas comme une chance non seulement de m'aider, mais aussi de dénoncer les manœuvres contraires à l'éthique d'Ethan. Le lendemain, j'ai rencontré Emery et son équipe, prête à me lancer dans cette bataille juridique. Au fur et à mesure que nous élaborions notre stratégie, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de mon combat. C'était un combat pour la justice, et je n'étais plus seul. J'ai présenté toutes mes preuves, les enregistrements vocaux, les SMS, tout. À mon avocate, Emery. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. C'est exactement ce dont nous avons besoin, Aurore, dit-elle avec enthousiasme en examinant les dossiers. Avec ça, nous pouvons non seulement gagner votre divorce, mais nous pourrions même avoir des raisons de radier Ethan. Début de la procédure de divorce, Ethan ne s'est pas retenu. Il m'a dépeinte comme une épouse infidèle et alcoolique, déterminée à ternir sa réputation par pure méchanceté. Cours de la séance du tribunal, son avocat a déclaré: le comportement de Madame Peterson a été erratique, associé à ses problèmes de toxicomanie. Ces accusations ne sont qu'un stratagème d'une femme vindicative qui tente d'extorquer un homme diligent. Il était déchirant de voir la mère d'Ethan, Victoria, venir à la barre, détaillant en larmes les épisodes où elle prétendait que j'avais été embarrassée par l'alcool, comme lors de la fête de l'entreprise d'Ethan. Elle était une véritable honte. S'est écriée Victoria. Mon fils a énormément souffert à cause de ses actions. Je me suis sentie nauséeuse en écoutant leurs inventions, mais Emery m'a tenu la main d'une manière rassurante. Ne vous inquiétez pas, murmure-t-elle. Nous ne faisons que commencer. Lorsque notre tour est venu, Emery s'est montrée redoutable. Elle nous a fait écouter les enregistrements abusifs d'Ethan, a affiché ses textos menaçants et a décrit son comportement de plus en plus agressif. Maintenant, a annoncé Emery, j'aimerais appeler Sadie Thompson à la barre. Sadie a raconté comment elle avait dû venir me chercher dans une zone à risque, soutenant ainsi ma version des faits. L'avocat d'Ethan l'interrompt en criant objection. C'est du oui-dire. Mais le juge l'a repoussé, rejeté. Continuez, Madame Thompson. Emery a ensuite appelé Maya, une gérante de magasin, qui a témoigné de l'état dans lequel je me trouvais lorsque je me suis précipitée dans son magasin une nuit, à la recherche d'un refuge. Et de la façon dont elle avait fermé la porte à clé pour ma sécurité. À chaque témoignage, Ethan perdait son sang-froid, son visage devenant rouge de colère. Le moment décisif est venu lorsqu'Emery a présenté un rapport toxicologique. Votre honneur, nous avons fait analyser les cheveux de Madame Peterson pour déterminer si elle avait été exposée à des drogues à long terme, déclare-t-elle avec assurance. Les résultats indiquent la présence de sédatifs qui correspondent à ce qu'elle prétend avoir été droguée par Monsieur Peterson. Et la salle d'audience s'est mise à bourdonner de murmures. Ethan s'est levé d'un bond en criant. Elle ment. Tu ne peux pas croire ça. Le juge l'a sévèrement mis en garde. Monsieur Peterson, contrôlez-vous, ou je vous condamne pour outrage au tribunal. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent. L'atmosphère dans la salle d'audience passe du doute au choc et à la sympathie. Même certains des amis d'Ethan semblaient consternés par ces révélations. Le juge a demandé une suspension d'audience pour tout passer en revue. Lorsque nous avons quitté la salle d'audience, j'ai croisé le regard d'Ethan,
qui voyait la peur pour la première fois. Lorsque nous sommes revenus pour le verdict, la salle était tendue. Tout le monde semblait ressentir la gravité du moment. Le juge Harris a pris la parole solennellement après une longue pause, après un examen approfondi de toutes les preuves. Ce tribunal se prononce en faveur de Madame Aurora Peterson. Un souffle choqué a résonné dans la salle d'audience, marquant un moment décisif pour moi. Je me suis retrouvée complètement choquée lorsque le juge a rendu sa décision. Ethan Peterson doit payer une pension alimentaire, la moitié de tous les biens partagés et une indemnité pour détresse émotionnelle. En outre, il doit prendre en charge tous les frais de justice liés à cette affaire. À ce moment-là, Ethan a perdu son sang-froid. C'est ridicule. Je vais me battre. Vous ne pouvez pas me traiter de la sorte. Le juge lui conseille sévèrement de rester calme, car les preuves présentées lui évitent des poursuites pénales. Malgré les tentatives de son avocat pour le calmer, le juge s'est ensuite adressé directement à moi. Madame Peterson, ce tribunal émet également une ordonnance restrictive à l'encontre de Monsieur Peterson. Il doit garder ses distances et ne pas vous contacter par quelque moyen que ce soit. Des larmes ont coulé sur mes joues tandis que le soulagement m'envahissait. Dans les semaines qui ont suivi, la vie est devenue un tourbillon de changements. J'ai quitté ce qui me semblait être une cage et j'ai emménagé dans un appartement modeste et accueillant. Après des années, je pouvais enfin respirer librement. Pourtant, le harcèlement d'Ethan n'a pas cessé. Il utilisait des amis communs pour transmettre ses menaces, et je voyais parfois sa voiture près de mon nouveau domicile. Un soir, autour d'un café, mon ami Sadie m'a fait part de ses inquiétudes. Il n'arrêtera pas, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, élaborant déjà un plan. Tu as raison, et je pense avoir une solution. N'ayant jamais changé ses mots de passe de stratège en médias sociaux, Ethan m'a sous-estimé. J'ai commencé à documenter toutes les preuves de notre divorce en ligne en utilisant ses profils. J'ai publié des documents du tribunal, des enregistrements et j'ai raconté ma version de l'histoire. La réaction du public a été rapide et dévastatrice pour l'image d'Ethan. Son employeur a pris ses distances avec le scandale, ce qui l'a conduit à démissionner, et ses clients l'ont abandonné. Lorsqu'Ethan a découvert ce que j'avais fait, il s'est présenté furieux à mon appartement en proférant des menaces. J'ai rapidement appelé la police et, grâce aux preuves de ces menaces enregistrées sur mon téléphone, il a été arrêté pour avoir enfreint l'ordonnance restrictive. Alors qu'il était emmené, j'ai vu les restes de l'homme que j'aimais autrefois, désormais brisé par ses propres actions et son arrogance. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris qu'Ethan avait déménagé pour tenter de relancer sa carrière, mais sa réputation ternie persistait, entravant ses efforts. Quant à moi, mon épreuve s'est transformée en une opportunité inattendue. Une organisation locale d'aide aux femmes victimes d'abus m'a proposé un poste. J'ai accepté avec empressement, désireuse de transformer mon agonie passée en soutien pour les autres. Un an plus tard, alors que je me tenais devant un groupe de femmes qui avaient connu des épreuves similaires et que je leur racontais mon parcours, j'ai vu une étincelle d'espoir se lire dans leurs yeux. Ce moment a souligné un changement profond dans ma vie. De la survie à la responsabilisation. En m'adressant au groupe devant moi, j'ai exprimé l'importance de chacune de leurs histoires, leur rappelant leurs forces individuelles et leur assurant qu'elles n'étaient pas seules. À ce moment-là, j'ai réalisé que mes luttes et le combat pour ma propre liberté avaient toujours été plus importants que moi-même. Il s'agissait d'aider les autres dans leur combat pour la liberté. Peu à peu, mon rôle au sein du guide de l'aventure s'est transformé, passant d'un simple travail à une véritable vocation. J'ai noué des liens profonds avec des femmes d'horizons divers, qui ont toutes partagé leurs histoires intenses d'abus subis et surmontés. Parmi elles se trouvait une jeune femme, Eden, dont l'expérience avec un mari dominateur et l'isolement dans lequel elle vivait faisait écho à beaucoup d'autres. Pendant plusieurs semaines, j'ai aidé Eden à élaborer un plan de sécurité et à renforcer sa confiance en elle. Lorsqu'elle a finalement quitté son mari, le soulagement qui se lisait sur son visage reflétait l'expression de nombreuses autres personnes que j'avais aidées. Merci, vous m'avez sauvé la vie, a-t-elle chuchoté lors d'une étreinte sincère, et ces mots m'ont profondément marqué. À chaque personne que j'aidais, je me rendais compte que je guérissais moi aussi.
La réputation grandissante de notre centre m'a amené à être invité à prendre la parole en public. D'abord intimidée par l'idée de parler en public, j'ai été encouragée par ma fidèle amie, Sadi Pointif. Ton histoire pourrait changer des vies, m'a-t-elle dit. Lors de mon premier engagement, une conférence dans une université locale, une force inattendue m'a envahi lorsque j'ai pris la parole devant les participants. Je m'appelle Aurora, ai-je commencé, et voici l'histoire de ma survie. Mes paroles ont visiblement touché le public, suscitant des réactions émotionnelles et déclenchant des conversations par la suite. De nombreuses personnes se sont approchées de moi pour partager leur propre histoire ou pour m'apporter leur soutien. Ce soir-là, en repensant à cette journée, j'ai ressenti un profond sentiment d'utilité. Mon passé douloureux était devenu un puissant catalyseur de changement. J'ai ensuite pris la parole dans tout le pays, notamment dans des universités, des centres d'accueil pour femmes et même lors d'un événement TEDx. À chaque intervention, j'ai puisé de la force dans le fait de savoir que mon expérience pouvait apporter un soutien crucial à quelqu'un dans le besoin. Pendant cette période, j'ai commencé à écrire un livre sur mon parcours. Bien qu'il ait été difficile de revenir sur mes moments les plus sombres, l'écriture est devenue un exutoire thérapeutique qui m'a aidé à traiter mon traumatisme à nouveau. Le jour de la publication de mon livre a été un moment surréaliste. Mon histoire était révélée au monde entier, suscitant un mélange de terreur et d'immense fierté. À mon grand étonnement, le livre a trouvé un large écho, grimpant dans les listes de best-sellers et donnant lieu à des interviews à la télévision nationale. Lors d'une interview mémorable, lorsqu'on m'a demandé si j'avais des regrets, j'ai fait une pause, réfléchissant à mon parcours et à son impact, à la fois sur moi-même et sur les autres, avant de répondre. Je regrette le temps que j'ai passé piégé par la peur et la souffrance, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. Chaque défi et chaque épreuve que j'ai rencontrée m'ont permis d'arriver là où je me trouve aujourd'hui, équipée pour donner aux autres les moyens de découvrir leur propre résilience. Je ne changerai rien à mon passé, car en poursuivant ma mission, je constate que mon propre récit est toujours en cours. Chaque jour présente de nouveaux obstacles et de nouvelles occasions d'évoluer et d'aider les autres. Et la femme qui vivait autrefois dans le silence et la peur s'est transformée en défenseur de ceux qui n'ont pas de voix, en phare d'espoir pour ceux qui sont encore prisonniers de l'ombre d'où je suis sortie.